En août de cette année, je suis parti 3 semaines dans un fabuleux périple où j'ai réalisé un tour de France en voiture. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter mon expérience et vous partager quelques conseils à propos de ce genre d'aventure. Je précise que je ne suis en aucun cas un expert en road trip, je fais juste ça parce que ça me plaît et que j'ai beaucoup de choses à raconter et à vous partager. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va nickel, je suis extrêmement content de vous retrouver pour vous parler de mon incroyable aventure. Juste avant que j'ai tourné la vidéo des 20 plus belles photographies de mon road trip, donc si je suis habillé de la même manière, c'est normal. Sinon je vous souhaite la bienvenue, voilà. Aujourd'hui on va se poser, on va parler road trip. Là devant moi j'ai mes notes, nouvelle disposition, nouveau dispositif, voilà, on va peut-être être encore plus chill que d'habitude. Vous savez quoi? Je vais faire une tisane, j'arrive. C'est une tisane genre de sureau. Techniquement je suis parti de la zone parisienne car j'y habite, mais mon road trip commençait officiellement dans un petit village au sud de la Seine-et-Marne, Chalotre-la-Grande. Ensuite j'ai été dans le parc polaire des Forêts d'Orient, l'Aube, la Marne, la Haute-Marne, la Haute-Saône. Puis dans le Doubs, le Jura, j'ai été en Suisse avant de passer par l'Ain, l'Isère et la Drôme. Excellent. Avant de commencer, sachez que cette vidéo, elle va se diviser en 3 parties. La première où j'existe des infos comme ça, avec des tips, des conseils et des remarques. La deuxième, et la plus conséquente d'ailleurs, qui sera une FAQ, et qui va en fait traiter du gros du sujet. Et une troisième partie qui va arriver comme une sorte de bilan-conclusion. Voilà, commençons sans perdre de temps, parce que je crois qu'on en a assez perdu. Si vous voulez aller aux toilettes, vous avez premièrement les fast-food, et si vous êtes perdu dans le Jura, à 1000 mètres d'altitude, vous avez des forêts. Et sinon, pour les douches, vous avez les piscines municipales, également valables pour les toilettes aussi. Sinon, vous avez bien évidemment les sources d'eau, pour se laver. Mention spéciale pour la mer. Je l'avais en Camargue, dans la mer Méditerranée, c'est trop bien. J'avais du Marseillais 2 en 1, du savon sec et du shampoing sec en spray. Et pour vous débarbouiller le matin, je vous conseille des lingettes, et effectivement, des lingettes intimes. Et on passe au linge. Pour laver votre linge, je vous conseille des laveries automatiques. C'est Salvateur. Celle-ci surtout, incroyable. Pour 8 € en 50 minutes, votre linge est lavé et il est sec. Alors si comme moi vous avez des appareils à recharger, je vous partage mon dispositif à moi. C'est le mien. Vous pouvez vous en inspirer, tout comme vous pouvez brosser votre chien avec. L'allume-cigare devant m'a servi à recharger une batterie externe qui chargeait mon téléphone la nuit, et le matin, j'avais entre 80 et 100%. Et ça, c'était cool. Et si vous avez la chance d'avoir un allume-cigare dans le coffre, et normalement c'est le cas, moi je m'en suis servi pour charger mes appareils électroniques. Donc c'est-à-dire que je m'en suis servi pour charger les batteries de mon drone, sa commande et les batteries de mon boîtier. Alors c'est vrai que pour ma part, moi j'ai dû très souvent m'arrêter dans des McDo pour faire les transferts de rush, je vous en parlerai plus loin. Donc j'en profitais aussi pour compléter les charges permises par les allumes-cigares. Et là vous allez me dire, mais Marianne, t'es parti 3 semaines, l'allume-cigare de ton coffre, t'en es pas servi pour charger une glacière? Alors si comme moi, vous êtes premièrement un féru de photos et de vidéos avec du matériel, deuxièmement un malade mental, eh bien vous faites votre road trip, comme par exemple pendant 3 semaines un Tour de France sans glacière. Voilà. Donc j'avais un gros sac congèle Picard bleu, là, les trucs vraiment carrés avec des pingouins, je sais pas si vous appelez ça comme ça, je sais qu'on peut dire pain de glace aussi. C'était tiède au bout d'une journée. Donc j'ai racheté un mini sac congèle pour le mettre dans le gros sac congèle Picard pour vraiment préserver les produits les plus frais. Si vous avez une glacière, vous n'allez pas du tout rencontrer ce genre de problème. Mais si vous êtes comme moi et que vous sacrifiez votre confort et votre alimentation pour une bonne charge de vos appareils, eh bien je vous conseille fortement de faire vos courses quasi au jour le jour. Ou alors pas plus de 48 heures, voire même 36 heures, pour vraiment préserver la fraîcheur des aliments. J'ai vraiment jeté beaucoup de bouffe à cause de ça, notamment au 3e jour quand j'étais en Suisse. Ça m'a fait mal au cœur. Mais au moins mon drone était chargé. Soit vous faites du bivouac, soit vous dormez chez des gens. Et dans ce cas-là, bon courage. Des fois, ça peut être de la famille. Moi, je l'ai fait 2 fois. Je l'ai fait en Aveyron et en Gironde. Sinon, vous dormez comme moi dans votre voiture. Et alors là, vous faites le meilleur dispositif possible pour vous installer. Voici mon installation pour dormir. Alors, là, ça part tranquille. De ce côté-là, j'ai des feuilles, donc du coup, ça l'envoie pas. Là, derrière, dessus, on voit. Il y a le sac, derrière. Yep. Et là, c'est là où je dors. Là, il y a mon sac. Je charge mon téléphone la nuit. Tranquille, on ne voit pas. Le bidon. Et là, c'est là où j'étends mes jambes. Et c'est hyper cosy sans déconner. C'est bon. Il y a un petit coussin de voyage de merde, donc il sert énormément. Et puis j'ai mon sac de couchage et en dessous,
Là, vous le voyez un peu, j'ai une couverture jaune pour faire moins mal au dos, on va dire. Et sur les jambes, tac. C'est trop cool. On est littéralement le 30 août, c'est la fin de ce voyage. Et du coup, c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que je me suis rendu compte que je ne l'avais jamais faite. Voilà, je vais prendre mon petit déjeuner, je vais filer vers les jardins de Claude Monet. Bisous. Et alors, on ne dirait pas comme ça, mais je vous jure que, pour mon expérience en tout cas, c'est plutôt confortable et alors très spacieux. Et ça, j'en sais quelque chose parce qu'au bout d'un moment, on était même 2 dans la voiture. Alors pour cette sous-partie, je vais prendre mon bloc-notes qui m'a suivi durant tout le périple et j'ai annoté quelques remarques générales sur la France. Et vous allez voir, on dirait que c'est un petit enfant qui les a notées. C'est trop marrant. Premier point, les McDo sont littéralement implantés partout. C'est vrai. Les McDonald's, alors vraiment, on s'en rend compte au bout de plusieurs jours, les McDonald's sont littéralement partout. Et des fois, même dans des... Alors je vais pas dire des petits villages, non. Dans des grands villages, très petites villes. Tu en as partout. Des fois, tu en as vraiment. En 1 kilomètre, tu peux en croiser 2. Et des fois, en 10 minutes, tu en croises 3 dans la même ville. Ça m'est arrivé une fois. Les McDo sont vraiment... Mais je vous dis, les McDo sont partout. Deuxième point, les gens ne savent pas conduire. Vitesse, clignotant et comportement. Les gens ne savent pas conduire. Ça, c'est vraiment un point qui m'a extrêmement étonné. Posez mon bloc-notes là. Les gens ne savent pas conduire. Je vais pas en dire davantage, juste, j'ai noté ce point. On dirait un enfant qui écrit, c'est hyper drôle, les gens ne savent pas conduire. Dans le sud, les gens roulent plus lentement. C'est vrai. Alors après, voilà, moi dans le sud, j'y étais environ 1 semaine sur les 3 semaines. Mais quand vraiment on suit le parcours de la France, j'en parlerai après, on a un échantillon, et disons qu'effectivement dans le sud, ils sont plus pépouses. C'est ce que j'ai remarqué. Après, ça se trouve, c'était une pure coïncidence. En Bretagne, il pleut 25 heures sur 24. Je suis désolé. Faut juste dire les termes au bout d'un moment. Les Bretons, si vraiment vous êtes Bretons et vous regardez cette vidéo, c'est quoi votre problème? Il pleut tout le temps. Il pleut tout le temps. Voilà, il pleut. Il pleut. Alors par contre, la prochaine, les Bretons, elle va vous faire plaisir. Les Bretons sont gentils. Il y a vraiment un enfant qui a écrit. C'est vrai, les Bretons sont extrêmement gentils. Alors, encore une fois, les gens étaient sympathiques en général. Je dis souvent ça du Sud aussi. Mais je sais pas si c'est un biais ou... En Bretagne, les gens étaient extrêmement sympathiques. Du coup, j'ai noté. Voilà. Et dernièrement, la France, c'est surtout des petits villages. Alors, je ne sais pas... je crois qu'on se rend pas vraiment compte de ça, surtout si on habite en ville. La France, je vous le dis vraiment, c'est surtout des petites villes et des petits villages, mais perdus dans des coins, mais j'ai pas de mots. Et je me suis souvent d'ailleurs posé la question, mais comment font ces gens pour travailler, pour aller faire leurs courses? Parce que des fois, il y a vraiment des villages de 50 habitants qui sont à plus d'1 heure d'une ville, limite. Vraiment. Et là, il y en a plein. Il y a plein de petits villages comme ça partout en France, partout. Je pense déjà que moi, perso, j'ai dû traverser une 40aine de villes par jour, limite. 30aine. Et il y en avait une 20aine, c'était des petits villages. C'était des petits villages reculés. Avec un charme magnifique. Mais c'était des petits villages. La France, c'est surtout des petits villages. Et moi qui vivais en campagne avant Seine-et-Marne, et qui me pensais en campagne, mais la vraie campagne des Russes, pas ça, hein. La France, c'est beaucoup de petits villages. Bref. On passe à la deuxième... Ah non, anecdote. Oh, allez, anecdote. J'ai été enlisé 3 fois. Et sur ces 3 fois, il y a 2 fois. Il y a 2 fois où j'ai été aidé par des personnes. Parce qu'il y a une fois où c'était à 1300 mètres, à l'Aiguille de Baulmes, en Suisse. Il n'y avait personne. Et alors là, quand t'es tout seul, mon grand, bah, faut te démerder. Et en vrai, il y a quasiment toujours une solution, que ce soit en termes des manœuvres que l'on peut faire, du sol que l'on peut creuser, du poids qu'on peut retirer de la voiture, de la force qu'on peut mettre pour pousser la voiture. Juste, faut pas paniquer, faut se poser, faut réfléchir, faut faire confiance à la voiture et à ce qu'on peut faire au volant.
Bon, après, si vous êtes dans l'eau, je dormais avec une barre de fer. En fait, j'ai toujours cette barre de fer du côté conducteur, donc de mon côté à moi, du coup, dans ma portière. Au cas où, on sait jamais. Et j'ai dormi avec. J'ai dormi avec. C'était caché près de moi, caché en dessous de mon gros sac d'affaires. Jamais servi. Mais si vous dormez dans votre voiture, je vous conseille d'avoir une arme comme ça. On sait jamais. Vraiment, ces anecdotes, elles sont vraiment purement aléatoires. Et troisièmement, j'ai changé mes 2 pneus avant à Narbonne. Parce qu'en raison des premières pluies de l'année, ils appellent ça comme ça là-bas, et du jus de raisin en raison des vendanges qui parsèment les routes, c'est très juteux, c'est très sucré, ça glisse. Et en plus de mes pneus qui arrivaient au témoin d'usure, j'ai fait de l'aquaplaning par 2 fois. Et alors là, je me suis dit, mon grand, t'arrêtes. En plus, j'étais pas seul, j'étais accompagné à ce moment-là. J'étais dans le sud, près de Narbonne. C'était la moitié du road trip, je me suis dit, je ne peux pas continuer comme ça. Donc j'ai changé mes 2 pneus avant. Donc, petit conseil, parce que moi j'avais fait un check-up de la voiture avant. C'est très important de faire un check-up avant de faire un road trip. Totalement normal. Et les témoins d'usure, ça allait. Mais en 10 jours, en fait, je les avais bien niqués. Et vraiment, si vous pouvez changer vos pneus de voiture avant de faire un road trip, faites-le. Ou alors, niquez vos pneus et après... non. Mais non, c'est pas le but de cette anecdote. Faites attention à vos pneus, vraiment. Changez-les avant de partir. Et sur ce, on passe à la deuxième partie de la vidéo, donc c'est-à-dire le gros du sujet, avec la foire aux questions. Alors, j'ai une dizaine de questions, et on commence logiquement avec quel itinéraire as-tu suivi exactement? Alors, si vous regardez la vidéo au drone, vous avez techniquement, de manière épurée, mon itinéraire, parce qu'elle a été montée de manière chronologique. Techniquement, je suis parti de la zone parisienne car j'y habite, mais mon road trip commençait officiellement dans un petit village au sud de la Seine-et-Marne, Chalautre-la-Grande. Ensuite, j'ai été dans le parc polaire des Forêts d'Orient, l'Aube, la Marne, la Haute-Marne, la Haute-Saône, puis dans le Doubs, le Jura, j'ai été en Suisse avant de passer par l'Ain, l'Isère et la Drôme. J'ai enchaîné avec le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, la Camargue avec le Gard, puis l'Hérault. J'ai fait un détour par Millau et l'Aveyron pour aller voir de la famille, avant de redescendre vers Narbonne dans l'Aude, suivre les Pyrénées ariégeoises avant de remonter par le Gers, le Lot-et-Garonne, la Gironde, le Périgord en Dordogne, puis la Charente, la Vienne, l'Indre-et-Loire, puis les Pays de la Loire afin d'atteindre la Bretagne. Une fois là-bas, j'ai fait l'Ille-et-Vilaine, le Finistère, les Côtes d'Armor, et ensuite le Calvados pour les plages du débarquement, la Manche pour le Mont Saint-Michel, et pour finir la Seine-Maritime pour mon point final, Étretat. Après, pour l'anecdote, j'ai filé droit vers les jardins de Claude Monet à Giverny, dans l'Eure, avant de revenir chez moi. Deuxième question, quel est ton matériel? On me l'a beaucoup posé. Alors, je suis parti avec mon Lumix S5, qui est actuellement en train de me filmer, donc je ne peux pas vous le montrer. Donc c'est ma caméra, j'aime pas trop ce terme, je veux dire boîtier, mon boîtier principal, en même temps j'en ai qu'un pour l'instant. Un micro DJI Mac 2, donc celui-là, pour résumer, tenir un journal audio. Et puis j'avais mon drone, mon DJI R3S, également appelé Bobby, je montrerai en fin de vidéo. Tu as ton permis drone? Effectivement je l'ai, car pour faire voler un drone en France, le mien en tout cas, enfin le mien en fait partie, il faut passer une formation. Alors je l'ai passé, je l'ai eu, j'ai donc un certificat de capacité, sachant qu'il faut aussi premièrement enregistrer son drone, et s'enregistrer soi-même en tant que pilote de drone. Il y a 3 choses à faire. Donc c'est des petites choses administratives, mais bon, je vais pas développer après. Mais donc pour répondre à ta question, oui, je suis droniste certifié Armand. C'était pas compliqué pour les autorisations de survol de zones dangereuses? Quelle autorisation? Question numéro 5. Je rigole. Alors, je vais vous raconter quelques petites anecdotes. Effectivement, quand on a un drone et un permis de droniste, on peut pas voler n'importe où. Grâce à une appli qui s'appelle Géoportail, on peut avoir sur le téléphone, on peut avoir accès à une carte de France où il y a des zones en fait où on peut voler plus facilement, plus aisément. Il y a des zones dangereuses et des zones très dangereuses. C'est orange, t'as orange très poussé. Et des fois, il faut des autorisations. Et j'ai fait une bonne partie de la France. Donc, vous vous doutez bien qu'à certains moments, je me situais dans des zones dangereuses, voire même très dangereuses. Et pour certains de ces endroits, du coup, et des fois c'est des lieux privés notamment, ou des infrastructures ou des lieux très très urbains, vous demandez une autorisation. Et là, vous vous trompez, parce que figurez-vous que j'ai fait 8 demandes d'autorisation avant de partir. Donc 8 demandes de survol. Alors pour la moitié, il s'est avéré qu'il fallait s'y prendre plus de 3 mois en avance. Oui, comme ça. Quant à d'autres, alors c'était chiant pour plusieurs raisons. Je ne vais pas dire le nom, mais il y a un certain château qui se situe dans le Doubs que je voulais absolument faire. Pour faire un survol sans autorisation, il faut survoler avant 7 h du matin.
Sauf que moi, j'avais 2 heures de route, déjà pour y aller. Donc, flemme, quoi. Sinon, plusieurs fois, on m'a vraiment répondu de manière trop professionnelle, comme si j'étais une grosse boîte de prod. Et alors, je vais pas dire le nom du lieu, mais il y a un endroit en Camargue où je voulais vraiment voler. Et si je voulais faire voler mon drone, il fallait que je paye 2 000 € pour voler entre 1 heure et 3 heures. Du coup, flemme. Les amis, comprenez-moi. Au bout d'un moment, il faut juste aller se faire foutre. Mention spéciale pour le parc polaire et son créateur dirigeant qui m'a laissé survoler sa réserve gratuitement en échange des vidéos aériennes de son parc. Voilà. On s'était mis d'accord par mail, on s'est même appelé tout ça. C'est moi qui avais proposé, c'est moi qui avais fait une proposition, je l'avais contacté. Et c'est vraiment super. Voilà. J'ai pu faire de jolies images. J'ai même pas payé mon billet d'entrée alors que je voulais le payer. Il m'a laissé rentrer gratuitement et puis j'ai fait les plans que je voulais. Normalement, dans quelques jours, je lui envoie. Et j'ai même pu visiter des enclos de manière VIP, des enclos interdits au public, grâce à l'une de ses collègues. C'était vraiment une chouette expérience. Combien de temps de vidéo tu as et combien tu as utilisé au final? Alors au total, au drone, donc j'ai pas compté les images prises au boîtier parce que ça c'était pour un autre truc, c'était pour le projet de base de pourquoi je suis parti en road trip. J'avais entre 2h30 et 2h40 au drone. Et comme vous le savez, parce que vous avez vu la vidéo, parce que normalement elle est sortie, là je tourne, elle sort dans une semaine, je n'ai gardé que 7 minutes pour ces 2h30. Comment tu as préparé ton tournage et ton montage? Alors, grosse question logistique, je vais même aller plus loin. J'ai filmé et photographié pratiquement tous les jours, et déjà, une première question se pose, comment faire le transfert des rushs quand on fait des images tous les jours? Et quand on fait un road trip, et que l'on vit dans sa voiture? Alors, il s'avère que je n'ai pas mentionné au début de cette fois aux questions que j'ai emmené mon ordinateur et un disque dur SSD spécialement acheté pour l'occasion. D'ailleurs, il est là, ça là, c'est 150 €. Voilà, donc il est là, juste le road trip. Et j'ai le même en plus gros, plus performant, 2 Tera, qui me sert spécialement pour YouTube et d'autres choses. Celui-là, c'est juste le road trip. Et je me suis fixé comme objectif de me rendre au McDo environ tous les 2 jours pour me brancher, j'avais une multiprise, pour justement continuer la charge de certains de mes appareils et de me poser 1 heure pour faire le transfert des rushs et pour faire aussi l'arbre des rushs. L'arbre des rushs, c'était un dossier par jour, il y avait jour 1, jour 2, jour 3, et dans chaque dossier, il y avait un dossier photo et un dossier vidéo. Et dans chacun de ces dossiers-ci, il y avait un dossier relié au projet professionnel personnel du road trip et un dossier loisir. Vous avez eu accès à tout ce qui est loisir, en fait, techniquement. D'ailleurs, effectivement, dans la question, ça évoque le tournage. Alors, pour le tournage des lieux affiliés à mon projet perso, j'avais déjà fait du repérage en amont, il y a quelques mois. Pour rappel, mon road trip est un itinéraire que j'ai construit, ceux qui ne le savent pas, au printemps. J'en parlerai dans une prochaine question. Et pour le tournage des autres vidéos de type loisir, c'était selon ce que je croisais et à mon bon vouloir. Et alors après, ça évoque le montage. Alors, pour le montage de la vidéo drone, puisque pour l'instant, je n'ai fait que celle-ci. Justement, après, je monte celle des photos et je monte celle-là. Donc je disais, pour le montage de la vidéo drone, j'ai plaqué 2h30, 2h40 sur ma timeline. J'ai fait des proxys, après une journée. Oh, incroyable, c'était hyper chiant. J'ai pas pu monter pendant une journée. J'ai créé des marques de chapitres pour catégoriser les rushs selon les journées. Ensuite, j'ai fait un premier dérochage qui m'a donné 1h30 de vidéos exploitables. Et après, de fil en aiguille, j'ai réussi à tout condenser en 7 minutes. Prochaine question. Qu'est-ce que cette expérience t'a apporté? Vas-tu refaire un road trip similaire dans le futur? Ah, ça va être un peu le moment émotion de la vidéo. Pour être honnête, cette aventure est arrivée à un moment particulier de ma vie. Si vous êtes proche de moi, vous avez quelques idées en tête. Et avoir vécu 3 semaines seul, sauf durant un tronçon où j'étais accompagné. Donc 3 semaines à dormir dans une voiture, avoir des paysages à couper le souffle, à découvrir son pays, à se retrouver avec soi-même, être autonome, se démerder, et avoir toutes ces choses grandioses, oui, ça fait quelque chose. Alors j'ai amélioré mes compétences en pilotage de drone. C'est pas très compliqué parce que j'avais acheté le drone 3 semaines avant. J'ai amélioré mes skills, donc mes compétences, en termes de conduite. Forcément, quand tu fais 5000 km en 3 semaines, tu envoies des routes, des types de routes, et après tu peux conduire sur toutes sortes de routes en fait. Sur road trip, forcément, je m'en rappellerai pendant très longtemps. Et ce qui m'a apporté, on verra, on attend, ça se développe. Et puis la question de savoir si je vais en refaire un, la réponse est bien évidemment oui. C'est quelque chose de tellement puissant humainement et en matière d'expérience. Alors j'espère en faire d'autres accompagnés de A à Z les prochaines fois. Combien t'a coûté ce road trip? Combien t'a coûté ce projet? Une question qui est aussi revenue plusieurs fois. Ça m'a coûté 1200 balles. Combien? Alors déjà, près de 40% du budget est parti dans l'essence. Ça, je vais pas vous le cacher. C'est normal. Ensuite, je ne compte pas les dépenses qu'une personne qui m'a accompagné a pu faire
lors d'un certain tronçon et qui a soulagé du coup les dépenses. On était 2, c'est normal. Mais moi, de ma poche, j'ai sorti environ 1200 €. Je sais pas quoi dire d'autre. Est-ce que ça les vaut? Ça dépend honnêtement de la personne que vous êtes. Pour moi, ça en valait vraiment la peine. Tu as mangé beaucoup de petites tomates et des mentales, quasiment tous les jours. Mais tu le savais parce que tu étais là, Chippy. Je suis littéralement dans l'endroit le plus paumé du Finistère. Je mange des bouts d'emmental avec des tomates cerises. Je mange ça depuis 2 semaines et demie. C'est plutôt pas mal. Y as-tu fait des rencontres intéressantes? Au moins une, vu les coms de ta première vidéo. Bien sûr. Alors je m'attendais à plus, mais j'étais tellement extrêmement pris par le timing et par ce que je devais faire que ça en a amoindri les chances de rencontre. Lors de ma deuxième soirée, après ce qui a été littéralement la pire journée du road trip, je vous en parlerai dans une question suivante. J'ai fait la connaissance, j'ai croisé un certain Seb voilà, dans le Jura, à 1000 mètres d'altitude. Droniste lui aussi, on a super bien parlé, il m'a offert une bière, je lui ai raconté mes mésaventures. On a regardé les Perséides ensemble, on a parlé de plein de choses et on a aussi, j'ai aidé à faire de l'astrophoto. C'était trop bien, c'était vraiment une très bonne soirée. Au parc polaire, je remercie l'INSEE, donc qui m'a fait une visite VIP dans certains des enclos où c'est interdit normalement au public. Mention spéciale pour la marque. J'ai rencontré des gens qui m'ont aidé à Narbonne quand j'étais enlisé dans des roseaux. Alors, très bonne aventure, celle-là aussi, très bonne anecdote. Longue histoire. C'était super sympa. Dans les Pyrénées aussi, avec le gîte de Ghislaine, qui était formidable. Alors le gîte, hein, pas Ghislaine. Non, je rigole, blague à part. En Bretagne aussi, sur la plage de Brénélis, justement, où j'ai rencontré un certain Antonin Nastarac, qui a commenté sous ma vidéo, la toute première sur l'histoire de l'imagerie. Donc Antonin Nastarac, qui est lui aussi youtubeur, il fait des vlogs, tout ça. Et j'ai fait des rencontres, oui. Fait des rencontres. C'est très sympa. Quelle était la meilleure destination pour road trip et pourquoi? Quels ont été tes endroits de coup de cœur? Quelle est ta destination préférée? Voilà, j'ai regroupé plusieurs questions. On m'a posé cette question plein de fois. La question qui est le plus revenue. Alors pour moi, je retiens 4 endroits qui sortent du lot dans tout ce que j'ai vu. Au bout d'une semaine, le premier endroit qui a su tirer son épingle du jeu, c'était le Jura. Extrêmement beau. C'est magnifique. C'est vert. C'est vallonné. C'est forestier. Il y a du fromage. Le Jura. C'était extrêmement beau. C'est mon premier coup de cœur. Le deuxième endroit, c'est la Camargue. Absolument splendide. La Camargue avec ses étangs, ses réserves, ses marais salants. Des couchers de soleil magnifiques avec la mer Méditerranée. Et les flamants roses. Les flamants roses sauvages. C'est juste... t'es là, tu te gares, tu manges, il est 20 h. Et t'as fait ta journée. Et tu vois des flamants roses sauvages qui passent. C'est trop beau. Alors, troisième endroit, même si j'ai pas pu y rester très longtemps, c'est les Pyrénées ariégeoises, les Pyrénées tout court d'ailleurs, j'aurais bien aimé les faire plus en détail. J'ai pas pu, voilà. Mais c'était extrêmement beau et j'ai su voir le potentiel vraiment qui m'échappait. Et les Pyrénées d'ailleurs, c'était très très joli. Et puis enfin, quatrième endroit, coup de cœur, qui est d'ailleurs mon gros coup de cœur. Quelle est ma destination préférée? Alors, il s'agissait déjà de ma région coup de cœur, voilà. C'est la Bretagne. Ça faisait quasiment 15 ans que j'y étais pas retourné. Et ça me faisait tellement mal de devoir partir que j'ai prolongé et j'ai créé une journée bonus. Voilà, donc j'ai prolongé d'une journée ma présence en Bretagne. Tellement la Bretagne c'est beau et ça me faisait mal au cœur de partir. La Bretagne c'est extrêmement joli. Donc pour répondre à la question de quelle est ta région préférée, donc, quelle est ta destination préférée, c'est la Bretagne. La Bretagne, c'est les crêpes là-bas. Avant-dernière question, combien de temps il t'a fallu pour organiser ce road trip? Excusez-moi, je bois un peu de tisane. Je dirais plusieurs semaines. En me calquant sur mon projet perso-pro et les endroits où je devais me rendre, j'ai créé un itinéraire de 48 pages, s'étalant sur 3 semaines donc. C'est un peu compliqué parce qu'il fallait prendre en compte, j'ai noté, hein, fallait prendre en compte les endroits où laver son linge avec les laveries automatiques, les piscines municipales pour se laver, les McDo pour les transferts, des rushs tous les 2 jours, les endroits où je devais me rendre pour mon projet, des lieux qui n'avaient rien à voir mais qui m'intéressaient quand même, des points d'eau et surtout les endroits pour dormir. Et là, je remercie je remercie Park Fortnite, une application trop bien pour les itinérants. Tu trouves des lieux où manger, des lieux où dormir, c'est trop bien. Park Fortnite. Donc, il s'agit de trouver un lieu où dormir quand on est véhiculé. Park Fortnite. Donc vous rassemblez tout ça. Il y avait aussi une part d'improvisation dans le lot hein, pour certains McDo ou des lieux où dormir parfois. Mais j'ai organisé le gros en fait. Donc vous mélangez tout ça. J'ai commencé au mois de mars. J'ai fait un
Bien, j'ai fait ça au mois de mars, j'ai fait un premier peaufinage au mois de mai et un second au mois de juillet, peu avant de partir. Et alors, dernière question, quelle est ta meilleure et ta pire anecdote de voyage? La meilleure, elle est courte et magnifique, mais je vais commencer par la pire. Alors, pour la pire anecdote, elle est longue, mais elle va vous faire rire. Je vais essayer d'être rapide et concis. J'arrive à Belfort, il est 17h, 42 degrés. Il y avait une canicule. Je me dis, waouh, j'ai chaud, il faut chaud une piscine municipale. Il y en a une à Belfort. Trop bien, j'y vais, elle est fermée. Je repars avec mes petites fesses dans ma voiture. Je regarde aux alentours, il y a une piscine municipale à 3/4 d'heure et une autre à 30 minutes, donc 2 quarts d'heure. Je sais pas pourquoi je dis ça. Sauf que celle qui a une demi-heure, elle ferme à 18h30. Il était déjà 17h15. Donc là, je me dis, ok, je vais à celle-là, c'est pas grave. Au pire, j'y vais. Je prends ma douche, parce que c'était surtout pour prendre ma douche et tout. Et je fais quelques longueurs, c'est pas grave, j'y vais. Ça va pas durer très longtemps. Je fais 98% de la route. Et là, bim, à un rond-point, accrochage. À 800 mètres de la piscine. Accrochage. Donc je m'arrête sur le parking d'un Lidl qui est juste, en fait, à côté du rond-point. Constat amiable. Constat amiable. Et en plus, ça dure longtemps parce qu'il faut attendre le père qui. Enfin, le temps qu'il arrive, tout ça, parce que c'était juste une femme et son fils. Et c'est le fils qui conduisait, qui commençait à conduire tout ça. Accrochage. J'ai chaud, je veux me laver. J'ai un accident. Donc, constat amiable, je vois l'heure tourner, je me dis 18h30, ça va être mort pour la piscine. Je stresse, je me dis j'y serai jamais. On termine, et il est 18h24. Et là, je me dis ok, je vais à la piscine. Il est 18h28 quand j'arrive sur le parking, 18h29 quand j'arrive à l'accueil de la piscine. Et là, je tombe sur des jeunes, je leur explique ma dure après-midi, je leur dis que je peux payer ma place, il n'y a pas de problème, et que je veux seulement prendre une douche. La caisse avait été fermée, ils me laissent rentrer gratuitement, je prends une douche, mais à une vitesse exponentielle, je ressors, je trouve pas mes clés de voiture. Je refonce dans la piscine en leur disant « Je suis désolé, je suis le casse-bilan de service, j'ai peut-être oublié mes clés dans votre vestiaire. » Je fouille, vestiaire, casier, je trouve pas. En fait, mes clés étaient au fond du sac. Je me dis « Allez, déstress. T'as pris ta douche, t'as eu un accident, c'est pas grave. Déstress. T'as tes clés de voiture, tu peux reprendre la route et aller à l'endroit où tu peux dormir. » Je me dirige vers la voiture, je me pose 2 minutes pour souffler. Je reprends mes esprits, je cherche mon portefeuille, je ne le trouve pas. Je cherche partout dans la voiture que je vide, je ne le trouve pas. Le foutu portefeuille est perdu, on est au jour 2, il m'en reste 19. Comment faire? Parce que si j'ai plus de portefeuille, le road trip, il touche à sa fin. Je peux plus rien payer. J'ai plus de liquide, plus ma carte, plus toutes mes cartes même, mon permis, ma carte grise, tout est dans ce fichu portefeuille. Et là d'un coup je me souviens, durant le constat amiable, j'ai sorti mon portefeuille parce qu'en fait dans le constat amiable, il faut marquer le numéro de sa carte, de son permis. Il y a un numéro de permis. Et je l'avais sorti mon portefeuille et je l'avais laissé avec le coffre ouvert sur mon gros sac de vêtements. Donc il était... En tout cas, il y avait mon portefeuille là. Et je me dis, oh non, Brian, t'as fait quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Parce que le coffre était resté ouvert durant les 40 minutes de process en fait. Et là, plus de souvenirs. Donc je repars à l'endroit où j'ai fait le constat amiable, qui était un parking de Lidl. Je cherche partout, sur le parking, je ne trouve rien. Je vais au Lidl, à l'intérieur, c'est les nouveaux Lidl là. Je cherche à l'intérieur des employés, je ne trouve aucun employé. Je cherche 5 minutes, il n'y a personne dans ce foutu magasin, à part 2 caissières. Donc je me rends à l'une des caisses, je m'excuse auprès des clients qui sont en train de passer leur article, j'explique la situation à la caissière, et là je vous fais la scène. Pouvez-vous prendre mon numéro de téléphone au cas où si quelqu'un ramène mon portefeuille? Non, désolé, je n'ai pas le droit. Pouvez-vous prendre mon numéro de téléphone au cas où si quelqu'un vous ramène mon portefeuille? D'accord. Bah dis oui plutôt en fait. Elle prend mon numéro de téléphone, je pars, je tombe sur la même famille dans le magasin. La famille avec qui j'ai eu un accrochage, je leur explique, je passe des détails. Le fils m'aide à chercher, on cherche partout sur le parking. Et sur le parking, il n'y a toujours rien. Je passe d'autres détails. Et là d'un coup, je me pose, je vide ma voiture entièrement. Et là, dans le plus petit des recoins du monde, qu'est-ce que je vois? Mon portefeuille. Je suis content. Et dites-vous, c'est 50% de l'anecdote, parce qu'après, il y a encore des merdes. Donc je me pose, je fais, ok d'accord. Je reprends mes esprits, je remets toutes mes affaires dans mon coffre et tout, dans ma voiture. Je repars. Et au bout de 5 minutes, je me dis... En fait, j'ai une psychose. Je me dis, mais en fait, t'as retrouvé ton portefeuille, mais t'as pas regardé dedans. Et là, je me dis, ok, dès que je trouve un endroit où m'arrêter, je m'y arrête et je regarde mon portefeuille si j'ai bien ma carte bleue. Sauf que dans ma précipitation, je m'arrête trop vite. Et je vais un peu dans un fossé. Et je suis bloqué, je suis enlisé. Une des 2 fois où on m'a aidé. C'était un groupe de jeunes qui arrivait, de voitures. On s'est mis à plusieurs pour sortir ma voiture. Ça s'est bien passé. Je reprends ma route. Et j'étais fatigué. Vraiment, déjà là, j'étais fatigué et du coup, je retranspirais. Alors j'avais pris ma douche. Je repars, au bout de 800 mètres, je m'arrête sur un d'à côté. Je me dis, ok, là c'est safe. Je regarde mon portefeuille. Il y a même les jeunes qui passent, une klaxon, je leur fais coucou. Je regarde mon portefeuille, ma carte bancaire n'est pas là. Et là, je me dis, mais ça se trouve, ta carte bancaire, tu l'as oubliée. Dans la station essence de Belfort. J'appelle le Leclerc de Belfort. Il y a la musique là, les acédiques. Vous voyez, la musique d'attente à l'ascenseur.
pendant 5 minutes. Finalement, je cherche ma carte. En fait, ma carte bleue, elle était dans mon sac photo. Donc vous avez l'intégralité de l'anecdote. Maintenant, imaginez, tout ça s'est déroulé en si peu de temps. J'ai couru partout, j'ai stressé, il faisait chaud, j'ai pris une douche pour rien. Et après, le soir, je suis arrivé justement dans une montagne, tout ça, c'était merveilleux. L'anecdote s'est passée à Lure, si jamais vous connaissez la ville de Lure, dans le Jura. Et après, je suis tombé sur Seb, droniste, tout ça, et ça s'est merveilleusement bien passé. Le mec raconte sa vie. Je peux vous jurer que ça a mis en cause mon aptitude à faire ce road trip. Je me demandais si j'étais vraiment prêt, car vivre ça au jour numéro 2, ouais, c'est particulier quand même. Surtout que j'avais tout raconté à mes parents, que j'avais snappé tout ça. Ma mère, elle m'a dit mais non, rentre en fait, ça sert plus à rien. Rentre et annule. En mode, mais non. Donc, étais-je vraiment prêt? L'est-on vraiment quand on commence quelque chose d'ailleurs, comme un road trip? Et puis finalement, je ne pouvais avoir la réponse que si je continuais. Donc j'ai tenu à continuer le road trip, heureusement, parce que du coup, c'est une aventure formidable. Et d'ailleurs, la deuxième partie de la question me demandait quelle était ma meilleure anecdote. Alors pour la meilleure anecdote, elle est beaucoup plus courte. On va terminer là-dessus avant la partie 3, bilan, conclusion. C'est une sorte d'anecdote, mais c'est aussi surtout une émotion. C'est le moment où, après avoir fait voler le drone à Etretat et manqué de le perdre à 3-4 reprises à cause des bourrasques, que d'ailleurs j'avais hésité à le faire voler parce que je m'imaginais pas partir d'Etretat et terminer mon road trip sans avoir des images d'Etretat en fait. Donc je l'ai fait voler, on est risque à péril, j'ai failli le perdre. Il m'a ramené des belles images. Je l'ai fait atterrir et d'un coup, toutes les responsabilités que j'avais envers moi, la voiture, le road trip, se sont effacées. D'un coup, j'étais apaisé. Toutes les responsabilités que j'avais ont disparu tout simplement. La dernière étape était faite, le drone avait fait ses images. J'ai même félicité, j'étais trop content. Bravo Bobby! Donc je suis tout content et là je regarde l'horizon et je me dis ça y est, tu l'as fait. T'as fait le tour de France. Tu as fait ton road trip. C'est fait. T'as réussi. Donc forcément, pour ceux qui savent, à ce moment-là, j'ai pensé à mon grand-père et puis il y a un sentiment vraiment qui m'a envahi, un sentiment de fierté, d'accomplissement. Mais c'est quelque chose qui m'a parcouru et j'étais juste heureux en fait. Heureux d'avoir fait cette aventure. Heureux d'avoir terminé. Et il n'y avait plus de charge mentale. Plus rien. Juste moi qui regardais l'horizon. Et c'était juste extrêmement beau à vivre. Plus de charge mentale, plus de responsabilité, juste moi. En haut d'Étretat, en haut de la falaise, le point final. Et tout ce que j'ai fait pour y arriver. J'ai pas de mots pour ce moment très personnel que je vous partage actuellement, mais c'est l'un des plus beaux moments que j'ai vécu. Donc je sais pas si c'est la meilleure anecdote, parce que c'est pas vraiment une anecdote, mais en tout cas, c'est l'un des meilleurs moments et la meilleure émotion, je pense, que j'ai eu durant ce road trip. Premièrement, et vous le devinerez sans effort, je vous invite sincèrement, mais d'une puissance que vous ne pouvez pas imaginer, à faire ce genre d'aventure. Se retrouver en totale autonomie, en survie parfois, seul, avec soi-même. Alors je résume parce que c'est plus complexe que ça. C'est formidable. Pour ma part, j'ai eu la chance de partir avec du matériel photo-vidéo, donc j'ai ramené beaucoup de souvenirs, beaucoup d'images, de très belles images même de cette aventure. Et j'ai noté justement dans le fameux carnet tous les jours. J'avais un journal écrit, en plus d'avoir un journal audio avec le micro. Donc j'ai beaucoup de souvenirs. Je repars avec énormément de souvenirs de ce voyage. Très content d'avoir une trace écrite, une trace photographique et une trace audio. Mais c'est vraiment une chance de vivre ça. Alors ça coûte ce que ça coûte. Faut être débrouillard aussi des fois. Mais vraiment, ça vaut le détour. Je critique pas, hein, mais avant d'aller voir Cancun et ce genre de lieu touristique qui est formidable, hein. Il y a quand même un formidable pays qui est le vôtre, si jamais vous êtes en France, à visiter et à parcourir en fait. Puis c'est sûr que c'était pas qu'un simple road trip, c'était vraiment une véritable expérience qui nourrit la créativité, aussi les projets, qui nourrit humainement, qui nourrit votre être. Et puis on repart avec énormément d'anecdotes. Puis regardez les Perséides à 1000 mètres d'altitude depuis sa voiture, hein, dans le Jura. Honnêtement, hein, les gars, c'est mieux que vos discothèques. Pour ma part en tout cas. Alors je tiens à remercier plus que tout Bobby, voilà, qui a été véritablement la star. Vraiment, je vous le dis, hein, la star de ce voyage. J'ai vécu des choses avec lui formidables. Voilà, donc c'est mon drone. Voilà, le DJI R3S. Bobby, baptisé par ma petite sœur, sans qui le voyage aurait, je pense, c'était moins fun. Alors il l'était, mais piloter le drone quasiment tous les jours et avoir un autre point de vue justement du voyage et des paysages que l'on visite, que l'on voit,
c'est formidable. C'est formidable. C'est quelque chose de passionnant et d'exceptionnel à vivre. Donc, Bobby, merci. Je vais te poser ici et je vais terminer cette vidéo. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, que ce soit par rapport à mon expérience à moi ou au road trip en général, si vous voulez des conseils. Je ne sais pas à qui cette vidéo va parvenir, mais si jamais vous intéressez, posez-moi des questions, j'y répondrai. Je suis pas un expert, j'en ai fait qu'un road trip dans ma vie, c'était celui-là. C'était tout frais, donc je peux vraiment apporter des réponses encore très très sincères par rapport à la mémoire, tout ça, avant que ça disparaisse, j'espère pas. Mais je me ferai une joie d'y répondre. En tout cas, c'était vraiment une chance d'avoir de véritables vacances en voiture. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Prenez des photos, allez au cinéma, faites des road trips. C'était Brian Fly. La bise.